Je me fige en entrant dans ma chambre. Mon cœur s'arrête net, puis s'emballe dans un rythme effréné. Gisèle se tient devant mon grand miroir, sa silhouette fine drapée de satin ivoire qui capte la lumière de l'après-midi filtrant par la fenêtre de ma chambre. Ma robe d'après-fête de mariage. Celle que j'ai cherchée pendant 3 mois, celle qui a fait briller les yeux de Jacques quand je lui ai montré le croquis de la créatrice. Les boucles d'oreilles en diamant de ma grand-mère pendent à ses oreilles, capturant des lumières prismatiques à chaque léger mouvement de sa tête. Les bijoux de famille qui m'étaient destinés, ceux que Mamie Rose avait promis seraient les miens le jour de mon mariage. Gisèle incline la tête, admirant son reflet, complètement inconsciente de ma présence. Le satin ivoire tombe sur ses épaules comme s'il avait été fait pour elle, parce qu'il a été fait pour moi. Que fais-tu avec ma robe de mariée ? Ma voix s'élève à peine au-dessus d'un murmure, mais elle a assez de force pour faire pivoter Gisèle. Au lieu de la culpabilité, son expression s'illumine. Hélène. C'est le moment idéal. Elle caresse le tissu. De toute façon, elle me va mieux. Maman est d'accord. Les mots me frappent comme un coup physique. Derrière moi, un plancher grince. Je me retourne pour trouver mes parents dans l'embrasure de la porte, leurs expressions un mélange de malaise et de détermination. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Chérie. Maman s'avance, sa voix prenant ce ton conciliant que je connais trop bien. Tu auras la robe de mariée principale. Ne peux-tu pas partager juste cette fois-ci ? Papa hoche la tête, faisant un geste de la main. Ta sœur a toujours été magnifique en blanc. Leurs mots débloquent un flot de souvenirs. Gisèle empruntant mes chaussures de créateur pour un rendez-vous, les rendant abîmées au-delà de toute réparation. Mon sac vintage revenant avec des taches de maquillage incrustées dans le cuir. Le pull en cachemire que j'avais économisé 3 salaires pour acheter, étiré au-delà de toute reconnaissance après son week-end. La famille passe avant tout, je m'étais dit à chaque fois, ravalant mes objections, enterrant mon ressentiment. L'hiver dernier me revient en mémoire. La tenue que j'avais soigneusement préparée pour la fille du sénateur Lefebvre, la cliente qui aurait pu lancer ma carrière de styliste dans la stratosphère. Gisèle empruntant l'ensemble 1 heure avant que je ne le livre. La tache de vin rouge s'étendant sur la veste sur mesure comme une blessure. C'est un premier avertissement, m'avait prévenu mon patron. Les yeux froids de déception professionnelle. Quand j'avais confronté mes parents, leur réponse avait été rapide. Les accidents arrivent. C'est ta sœur. Je me redresse maintenant, les épaules en arrière. Quelque chose en moi bouge, comme des plaques tectoniques se réalignant après des années de pression. Pas cette fois. Les mots sortent clairs et fermes. Enlève-la. Le silence emplit la pièce, assez épais pour étouffer. Les lèvres de Gisèle s'entr'ouvrent sous le choc, ses yeux s'écarquillant sous la sensation inhabituelle d'être refusée. Tu ne peux pas être sérieuse. Elle rit, mais ça sonne creux même à ses oreilles. Maman, dis-lui qu'elle est ridicule. Maman s'approche de moi, les mains tendues en supplication. Hélène, ma chérie, il n'y a pas besoin de drame. Gisèle veut juste se sentir spéciale aussi. Enlève-la, je répète, ma voix baissant. Maintenant, ou j'annule le mariage. La menace plane dans l'air entre nous. Le visage de papa rougit, mais quelque chose dans mon expression arrête toute réprimande qui se formait sur ses lèvres. Bien, crache Gisèle. Je ne voulais pas de ta stupide robe de toute façon. Ses doigts s'agitent sur la délicate fermeture éclair, ses mouvements délibérément brusques. Je m'avance et attrape son poignet avant qu'elle ne puisse abîmer le tissu. Les boucles d'oreilles aussi, dis-je doucement. Avec une précaution exagérée, elle retire les boucles d'oreilles de ma grand-mère, les laissant tomber dans ma paume avec assez de force pour marquer le coup. Les diamants brûlent froidement contre ma peau. Plus tard, après que Gisèle ait quitté ma chambre avec une indignation théâtrale, je suspends la robe dans mon placard. Les regards froids de mes parents me suivent, promettant des conséquences à cette rébellion. Je caresse le tissu lisse, le cœur battant toujours. Pendant 27 ans, j'ai cédé, fait de la place, maintenu la paix, la bonne fille, la responsable, celle qui comprend. En regardant la robe, ma robe, je fais une promesse silencieuse. Plus jamais. Ils ont assez pris.
Ce mariage sera le mien, et que Dieu aide quiconque tentera de me voler une autre part de moi. Le lendemain, Jacques laisse tomber son carnet sur notre table basse et se frotte les tempes. Alors c'est tout? Nous avons décidé du gâteau lavande-miel avec un glaçage à la crème au beurre? Je hoche la tête, me calant dans notre canapé. Après des semaines de dégustation et de désaccords, nous verrouillons enfin la dernière décision majeure du mariage. Jacques tend la main vers la mienne, son pouce dessinant des cercles sur ma paume. Encore 3 semaines, Hélène. Juste 3 semaines avant que tu ne sois Madame Hélène Dubois. La sonnette retentit avant que je ne puisse répondre. Je vérifie mon téléphone, pas de visite prévue. Jacques lève un sourcil mais se lève pour ouvrir. Les voix de mes parents flottent depuis l'entrée, les questions rapides de ma mère sur notre nouveau canapé tranchant l'après-midi paisible. Ils n'ont pas appelé. Ils n'appellent jamais. Ils apparaissent, comme des esprits indésirables invoqués par l'organisation du mariage. Nous avons apporté l'organisatrice de mariage de la famille, annonce maman, entrant dans notre salon. Elle serre un classeur en cuir que je n'ai jamais vu auparavant. Papa suit, ses yeux parcourant notre appartement, calculant mentalement ce que nous avons payé pour tout. Nous avons fait quelques ajustements, poursuit maman, étalant le classeur sur notre table basse, couvrant nos propres notes. Juste de petits ajustements pour que tout soit parfait. Jacques croise mon regard en s'installant à côté de moi. Ses doigts retrouvent les miens, serrant doucement. Maman tourne une page intitulée « Cortège nuptial » et indique une nouvelle annotation que je n'ai jamais vue. Nous avons ajouté Gisèle comme co-mariée avec une robe blanche assortie et des bijoux coordonnés. Remarque. La pièce bascule sur le côté. Co-mariée? Jacques se penche en avant. Il n'y a pas de co-marié. C'est notre mariage. Maman agite la main d'un air dédaigneux. C'est une nouvelle tendance. Très européenne. Ce n'est pas une tendance, dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sens. Et ça n'arrivera pas, papa se racle la gorge. Hélène, sois raisonnable. Ta sœur attendait ça avec impatience. Attendre quoi avec impatience? Mon mariage? Les mots me râpent la gorge. Partager ce jour spécial, corrige maman, son sourire se crispant au coin. Après qu'il soit parti avec la promesse d'en discuter davantage, je m'assieds devant notre ordinateur portable et vérifie mes emails. Quelque chose ne va pas. Je tape « mariage » dans la barre de recherche et vois apparaître des dizaines d'échanges entre ma mère et notre lieu de réception des emails où je n'étais pas copié. Jacques. J'appelle, ma voix à peine audible. Tu dois voir ça. Il lit par-dessus mon épaule, son souffle coupé. Des instructions spéciales au coordinateur du lieu concernant la mise en valeur égale des 2 sœurs. Des arrangements détaillés pour des opportunités de photos équilibrées. Une demande pour 2 suites nuptiales. Mon téléphone vibre avec une notification. Gisèle m'a tagué dans une publication Instagram. Mon estomac se serre en l'ouvrant. La voilà, dans ma robe d'après-fête, maintenant légèrement modifiée, avec la légende, dernier essayage pour mon look de mariage. Cérémonie sœur. Double les mariés. Les commentaires affluent de félicitations confuses. Je ne savais pas que tu étais fiancée aussi. C'est quoi une cérémonie sœur? Trop cool que vous vous mariez toutes les deux. Mon téléphone sonne. Tante Catherine de Lyon. Hélène, ma chérie. Ta mère vient de me parler de cette inhabituelle cérémonie sœur. Est-ce vraiment ce que tu veux? La pièce tourne alors que j'essaie d'expliquer que rien de tout cela n'était mon idée. D'autres appels suivent. Des amis de la famille. Des parents éloignés. Tous confus. Tous posant la même question. Pourquoi je fais de ma sœur une co-mariée? Quand je confronte ma mère par téléphone, sa voix dégouline de martyr fin. Tu as toujours été la plus forte, Hélène. Gisèle a besoin de ça. Elle est si déprimée depuis cette rupture l'année dernière. La voix de mon père intervient sur la 2e ligne. Nous payons la moitié de ce mariage. Nous avons notre mot à dire sur la façon dont il se déroule. Plus d'appels. Plus de pression. Oncle Robert suggérant que je sois la personne la plus grande. Ma cousine Samantha se demandant si j'étais égoïste.
Chaque conversation me donne l'impression que l'eau monte autour de mon cou. Seule tante Martine me dit la vérité quand elle me rend visite le lendemain. Sa voix est basse alors qu'elle jette un coup d'œil vers la porte. Ils ont planifié cela depuis que tu as annoncé tes fiançailles. Ta mère a commandé la robe de Gisèle la même semaine que la tienne. Je presse mes mains contre le comptoir de notre cuisine, sentant le granit froid m'ancrer. Comment sais-tu ça? Je les ai entendus à Noël. Ta mère a dit qu'il était plus facile de demander pardon que permission. Martine me serre le bras. J'aurais dû te le dire plus tôt. Ce soir-là, je rends visite à Mamie Rose à sa résidence. Contrairement à la grande maison de mes parents, son petit appartement ressemble à un sanctuaire. C'est ton jour, Hélène, dit-elle, ses doigts arthritiques couvrant les miens. Pas celui de quelqu'un d'autre. Pas celui de ta sœur. Pas celui de ta mère. Quand je rentre à la maison, Jacques a des tableurs ouverts sur notre ordinateur portable. Nous pouvons le payer nous-mêmes, dit-il, sans lever les yeux. J'ai fait les calculs de 3 manières différentes. Nous pouvons y arriver. Sarah, ma demoiselle d'honneur, arrive avec une bouteille de vin et son bloc-notes. Je documente tout, annonce-t-elle, tournant une page sur une chronologie détaillée de chaque violation de limite, au cas où les choses tourneraient mal. Mon téléphone sonne à nouveau, mon patron cette fois. J'allais le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me fait répondre. Hélène, dit-il, sa voix inhabituellement douce. Un de nos clients a mentionné ton double mariage. Tu veux me dire ce qui se passe? J'explique en phrases hésitantes, m'attendant à une préoccupation professionnelle sur la façon dont cela pourrait affecter nos relations commerciales. Au lieu de cela, il me surprend. Ta sœur nous a coûté cette campagne du sénateur Lefebvre, dit-il platement. Ne la laisse pas te coûter ton mariage aussi. Cette nuit-là, mes parents nous envoient leur ultimatum par SMS. Incluez Gisèle comme co-mariée ou perdez leur soutien financier. Le message contient des rappels à peine voilés sur les soins de Mamie Rose et sur la façon dont la réputation familiale affecte ma position professionnelle. Je me tiens à la fenêtre de notre chambre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Jacques m'enveloppe de ses bras par derrière. Ce n'est plus seulement une question de robe, je murmure. C'est ma vie entière. 2 jours après avoir trouvé les messages, l'écran de mon téléphone s'illumine d'une autre notification. Le visage en larmes de Gisèle remplit le segment de l'émission matinale locale. Tout ce que je voulais, c'était partager le jour spécial de ma sœur. L'animateur hoche la tête avec sympathie. Et elle a refusé de vous laisser porter la robe? Elle a menacé d'annuler tout le mariage. Gisèle s'éponge les yeux avec un mouchoir. Après tout ce que notre famille a fait pour elle. Je claque ma tasse de café si fort que du liquide éclabousse mon comptoir de cuisine. L'animateur de l'émission matinale ne mentionne pas comment Gisèle a essayé ma robe sans permission, comment elle a emprunté et ruiné mes affaires pendant 27 ans, ou comment ce mariage est censé être à propos de Jacques et moi, pas d'elle. En quelques heures, le hashtag partage avec sa sœur est tendance sur les réseaux sociaux locaux. Ma cousine Denise m'envoie un SMS. Est-ce vraiment si grave? La famille devrait passer avant tout. Mon téléphone sonne. Tante Carole, qui ne m'a pas appelé depuis 3 ans. Hélène, je t'ai mieux élevée que ça. Ta mère a le cœur brisé. Je serre le téléphone plus fort. Maman a-t-elle mentionné qu'elle avait essayé de faire de Gisèle une co-mariée? Ne sois pas dramatique. Elle veut juste que ses 2 filles brillent. La sonnette retentit. Un livreur me tend une pile de lettres de la congrégation de l'église de mes parents. L'enveloppe du haut, déjà ouverte, contient une note manuscrite. Honore ton père et ta mère. Je jette la pile dans la poubelle de recyclage. Lundi matin au studio, j'arrange des tenues pour Valérie Lambert, une influenceuse avec 2 millions de followers. Ma concentration se fragmente à chaque vibration de téléphone. 12 SMS de maman, 7 de papa, 23 de Gisèle. Tout va bien, demande Valérie, étudiant mon visage alors que j'ajuste son col. Tu as l'air distraite. Tout va bien, je mens, épinglant l'ourlet de sa robe. J'ai vu ce reportage avec ta sœur. Valérie incline la tête. Du drame de mariage, n'est-ce pas? Mes followers en parlent.
Mes mains se figent à mi-épinglage. Ma vie privée. Mon espace professionnel. Les limites se brouillent comme des aquarelles sous la pluie. C'est compliqué, je réussis à dire. Après le départ de Valérie, Diana, mon patron, m'appelle dans son bureau. Le segment matinal passe en silence sur son écran d'ordinateur. Cela doit rester en dehors du studio, dit-elle, désignant les images. Les clients viennent à nous pour la perfection, pas pour des feuilletons familiaux. Sois à la hauteur ou prends un congé. Je hoche la tête, la gorge serrée. Ce ne sera pas un problème. Mardi soir, je me rends à la maison de Mamie Rose à Deauville. L'odeur familière de cannelle et de vieux livres m'enveloppe dès que j'entre. Ces murs affichent des photos de famille de plusieurs décennies, dont une de ma mère et de sa sœur à un mariage. Mamie Rose me guide vers son canapé fleuri usé. Les larmes viennent sans prévenir. Ils font de moi la méchante. Gisèle est passée à la télévision. La congrégation de l'église a envoyé des lettres. Mon patron a menacé mon travail. Elle me tient la main, sa peau fine comme du papier mais sa prise étonnamment forte. Ta mère a fait la même chose à sa sœur. Je lève les yeux, surprise. Quoi? Au mariage de Louise. Ta mère portait du blanc, a insisté pour se tenir à côté de la mariée sur les photos, a exigé des fleurs assorties. Quand Louise a objecté, ton grand-père a pris le parti de ta mère. Elle soupire. Elles ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Je ne savais pas. J'ai besoin de savoir. Certains schémas doivent être brisés, ma chérie. Quelqu'un doit être assez courageux. Elle me serre les doigts. Et tu as toujours été la plus forte. Mamie Rose se lève lentement, ses genoux craquants. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Elle me conduit à sa chambre où un coffre en cèdre est posé au pied de son lit. Les charnières protestent alors qu'elle soulève le couvercle. À l'intérieur, sous une couverture au crochet, se trouve une pile de documents légaux. Qu'est-ce que c'est? Je demande, prenant le dossier qu'elle me tend. Regarde d'abord l'acte de propriété de la maison. Je parcours le document, mes yeux s'arrêtant sur mon propre nom à côté du sien. Je suis copropriétaire de ta maison? Elle hoche la tête. Depuis ton 25e anniversaire. Le document suivant montre la fiducie familiale. Mon nom apparaît en bonne place comme exécutrice testamentaire de la succession de ma grand-mère. Mamie, je ne comprends pas, j'ai vu cela se produire pendant des années, dit-elle simplement. Tes parents ont toujours permis à Gisèle de prendre ce qui est à toi. Je voulais m'assurer qu'ils ne pouvaient pas tout prendre. Le poids de ce qu'elle me dit se pose sur mes épaules. Tu m'as protégé tout ce temps. Maintenant, tu peux te protéger toi-même. Le lendemain matin, je rencontre Tasha, une organisatrice de mariage non liée au cercle social de ma mère. Les murs de son bureau affichent des photos de célébration uniques, aucune ne présentant de robe de sœur assortie. Dis-moi ce que tu veux, dit-elle, insistant sur le mot. Pour la première fois depuis mes fiançailles, quelqu'un me demande ce que je veux au lieu de me dire ce que je devrais accepter. La sécurité, dis-je immédiatement. Des gens qui feront respecter la liste des invités et empêcheront certains membres de la famille de perturber les choses. Tasha ne cligne pas des yeux. Nous pouvons organiser cela. Cet après-midi-là, Marcus, le colocataire de Jacques à l'université, maintenant consultant en sécurité informatique, m'aide à changer tous les mots de passe liés à notre mariage. Compte de fournisseur, réservation du lieu, portail de photographie. Ta famille ne pourra pas faire de modifications non autorisées, promet-il, tapant rapidement. J'ai ajouté l'authentification à 2 facteurs à tout. J'appelle directement le lieu, parlant avec le directeur au lieu du coordinateur avec qui ma mère s'était liée d'amitié. Je suis la mariée, la seule mariée, je clarifie. Toutes les modifications doivent venir directement de moi ou de mon fiancé, sans exception. Compris, mademoiselle Dubois. Nous mettrons à jour nos dossiers immédiatement. La satisfaction de récupérer mon mariage se répand en moi comme une chaleur après l'hiver. Je transfère des fonds de mon compte d'épargne pour couvrir la part de mes parents des coûts. L'email de confirmation arrive avec une finalité qui ressemble à la liberté. Cette nuit-là, je dors dans notre appartement, mon téléphone éteint.
Pas de SMS exigeant des explications. Pas d'appel rempli de culpabilité. Pas de notification sur les réseaux sociaux concernant la loyauté familiale. Jacques me trouve sur le balcon le lendemain matin, regardant le lever du soleil avec une tasse de café. « Tu as l'air différente, dit-il, me rejoignant. Je me sens différente. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules ne portent pas la tension familière. Le nœud dans mon estomac s'est desserré. J'ai passé ma vie à essayer de maintenir la paix en abandonnant des morceaux de moi-même. Maintenant, je rassemble ces morceaux, une limite à la fois. Certains pourraient appeler cela de l'égoïsme, j'appelle cela de la survie. Plus tard cette semaine-là, après avoir minutieusement vérifié chaque partie du plan, j'ai rencontré ma famille pour le dîner. Il est temps de commencer. Tu avais raison, dis-je à ma mère, regardant ses épaules se détendre alors qu'elle sert une autre portion de pot-au-feu. La famille devrait passer avant tout. La salle à manger tombe dans un silence stupéfait. La fourchette de papa s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Gisèle, assise en face de moi, plisse les yeux de suspicion avant qu'un lent sourire ne se répande sur son visage. « Je savais que tu changerais d'avis, » dit maman, me tapotant la main. Le diamant de son alliance capte la lumière, me rappelant les boucles d'oreilles de Mamie Rose. « Nous voulons tous que ton mariage soit parfait. » Pour tout le monde, ajoute papa d'un ton appuyé, tendant la main vers son verre de vin. Je hoche la tête, avalant le goût amer dans ma bouche. En fait, je pensais que Gisèle voudrait peut-être essayer la robe d'après-fête une dernière fois, pour des mesures précises. Gisèle manque de renverser son verre d'eau. Vraiment ? Vraiment, je confirme, sortant mon téléphone de mon sac à main. Peut-être pourrions-nous prendre quelques photos pour le livre de souvenirs. Plus tard, alors que Gisèle tournoie dans ma chambre, je prends photo après photo. Le satin ivoire flotte autour de ses chevilles alors qu'elle pose de manière dramatique à côté de ma coiffeuse. Maman plane à proximité, son sourire triomphant. Les boucles d'oreilles pendent aux oreilles de Gisèle, capturant des lumières prismatiques à chaque mouvement. Ces photos seront précieusement conservées pour toujours, dit maman, me serrant le bras. Je souris, prenant un dernier cliché. Oui, elles le seront. Pendant qu'elle bavarde sur les options de chaussures, je me glisse dans le couloir, le pouce se déplaçant rapidement sur l'écran de mon téléphone. L'email soigneusement rédigé est envoyé avec un léger chuchotement. Ma poitrine se desserre pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, ma publication sur les réseaux sociaux est mise en ligne précisément à 8 heures, lorsque papa commence sa journée de travail, et maman vérifie ses comptes devant son café. Une mariée mérite le respect, lit-on en légende. En dessous, une galerie se déploie. Mes chaussures de créateur avant que Gisèle ne les emprunte, puis après, abîmées au-delà de toute réparation. Mon sac vintage, autrefois impeccable, maintenant taché de maquillage. Mon pull en cachemire, étiré au-delà de toute reconnaissance. Et enfin, Gisèle portant ma robe d'après-fête de mariage et les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Les commentaires affluent immédiatement. Mes collègues professionnels se mobilisent avec des messages de soutien et un hashtag qui commence à être tendance à midi, marié non harcelé. Mon téléphone commence à vibrer sans arrêt. Je le réduis au silence, le glissant dans le tiroir de mon bureau au travail. Mon patron passe, jetant un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur où la publication continue de prendre de l'ampleur. Il était temps, dit-elle simplement, et s'en va. À l'heure du déjeuner, 3 fournisseurs de mariage ont publiquement confirmé qu'ils ne prendraient des instructions que de la vraie mariée, Hélène Dubois. Ma mère a appelé 17 fois. J'envoie chaque appel à la messagerie vocale. Que fais-tu ? Demande Jacques quand j'arrive à la banque cet après-midi-là. Sa voix ne contient aucun jugement, seulement de la curiosité. Je réclame ce qui est à moi, je réponds, lui serrant la main avant de m'approcher du bureau du directeur de la banque. Je dépose la documentation sur la surface polie. Copie de reçu, relevé de transfert, confirmation de mai, preuve de chaque euro que j'ai versé à notre fonds de mariage, que mes parents contrôlent commodément. Ces paiements ont été effectués sous de faux prétextes, j'explique calmement. J'aimerais qu'ils soient remboursés sur ce compte à la place. Le directeur examine les documents, hochant lentement la tête. Tout semble en ordre, mademoiselle Dubois.
Jacques observe avec un étonnement silencieux alors que le directeur traite les transferts. 20 minutes plus tard, nous sortons, l'effet de levier financier éliminé. Mes parents ne peuvent plus menacer de retenir des fonds qu'ils ne contrôlent plus. Je laisse un bref message sur le répondeur de mes parents. J'ai géré les paiements. Le mariage se déroulera comme Jacques et moi l'avons prévu. La disparition de la robe est mon dernier mouvement. Je connais l'emploi du temps de Gisèle par cœur, 27 ans à la satisfaire à ses avantages. Pendant qu'elle est à son rendez-vous chez le coiffeur, je vide mon placard de tout ce qui est lié au mariage. Mon téléphone vibre avec le nom de Gisèle 30 minutes plus tard. Où est-elle ? Sa voix tremble de rage. Maman et papa sont furieux. J'imagine qu'ils le sont. Je plie soigneusement la robe ivoire dans une boîte sans acide chez ma grand-mère, à des kilomètres des mains curieuses. Tu ne peux pas faire ça, crie Gisèle. Cette robe me va mieux de toute façon. Certaines choses ne sont pas destinées à être partagées. Je place les boucles d'oreilles de Mamie Rose dans leur étui en velours à côté de la robe. Surtout quand elles n'ont jamais été à toi au départ. Je mets fin à l'appel au milieu de ces protestations, éteignant complètement mon téléphone. Grand-mère observe depuis son fauteuil, un petit sourire au coin de sa bouche. Ils seront furieux, dit-elle, ne semblant pas troublée par la perspective. Qu'ils le soient. Je ferme le couvercle de la boîte, passant mes doigts sur la surface lisse. Ils ont contrôlé mon récit pendant 27 ans. Le mariage est à moi. Grand-mère hoche la tête, tendant la main vers la mienne. Et toi aussi, enfin. Le jour du mariage, j'arrive au lieu 3 heures avant la cérémonie pour trouver déjà le chaos. À travers les portes vitrées, j'aperçois maman faisant des gestes dramatiques au coordinateur du lieu tandis que papa agite ce qui ressemble à notre contrat en l'air. Gisèle se tient légèrement derrière eux, drapée d'une robe blanche étrangement similaire à ma robe de mariée. Nous avions un accord sur la cérémonie sœur, insiste maman, sa voix portant à travers le foyer de marbre. C'est une tradition familiale. Le coordinateur du lieu a l'air perplexe. Madame, il n'y a rien dans nos documents concernant deux mariés. C'est un accord verbal, tempête papa. Nous pourrions intenter une action en justice pour rupture de contrat. Je serre la main de Jacques plus fort alors que nous regardons par la fenêtre. Ses colocataires de l'université, notre équipe de sécurité improvisée, se tiennent à des points stratégiques autour de l'entrée, l'air à la fois professionnel et inébranlable dans leurs costumes. Prête, demande Jacques, me serrant les doigts. Je hoche la tête. Plus que jamais. Quand nous entrons, le visage de maman pâlit. La bouche de Gisèle forme un nœud parfait de surprise. Il ne m'attendait pas avant 1 heure, amplement le temps de réorganiser mon mariage. Mademoiselle Dubois, le coordinateur se précipite, le soulagement se lisant sur son visage. Peut-être pouvez-vous clarifier ? Il n'y a pas de cérémonie sœur, dis-je, assez fort pour que la petite foule de travailleurs entende. Mes parents et ma sœur sont confus. Je me tourne vers Marc, l'ancien ami de Jacques qui travaille maintenant dans la sécurité. Veuillez vous assurer qu'il reste dans la zone familiale désignée jusqu'à la cérémonie. Ils ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux arrangements. Le visage de papa rougit. Tu ne peux pas, je peux, je l'interromps, ma voix ferme. Et je le fais. 2 heures plus tard, je me tiens dans la suite nuptiale avec Mamie Rose ajustant mon voile. Ma robe de mariée, la principale, pas la robe de réception que Gisèle a essayé de revendiquer, se déploie autour de moi en vagues de dentelle délicates. Tu es magnifique, dit Mamie, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle fixe le voile avec une épingle à perles vintage. Forte. Sarah, ma demoiselle d'honneur, revient après avoir inspecté l'espace de cérémonie. Tes parents ont compris le message, ils sont assis au premier rang, l'air d'avoir avalé des citrons. Elle sourit. Et Gisèle n'arrête pas d'essayer de rendre sa robe plus nuptiale en ajoutant des fleurs des centres de table. Je devrais me sentir nerveuse, mais un étrange calme s'est installé en moi. Faisons ça. La musique du cortège s'amplifie alors que je prends le bras de Mamie. Nous avons planifié cela soigneusement, pas de père pour me conduire à l'hôtel. Au lieu de cela, la femme qui m'a montré ce qu'est un vrai soutien me guide vers mon avenir. En entrant, j'entends la voix de l'officiant résonner clairement.
Aujourd'hui, nous nous réunissons pour assister à l'union d'Hélène et Jacques, et d'eux seulement. Elle met un accent délibéré sur le dernier mot, faisant que plusieurs invités se sentent mal à l'aise. Le sourire de maman a l'air fragile. Papa regarde droit devant lui. Gisèle tripote ses bijoux fantaisie, une pâle imitation des diamants de mamie actuellement nichés dans le coffre-fort de ma suite nuptiale. Je croise le regard de Jacques et ne le quitte jamais. Son sourire devient mon encre alors que je glisse devant la famille qui a essayé de me voler même ce moment. La réception commence avec une délicieuse tension alors que j'émerge de la suite nuptiale dans ma robe de satin ivoire d'après-fête, celle de l'embuscade. Les boucles d'oreilles en diamant de mamie captent la lumière du lustre à chaque mouvement de ma tête. La symétrie est parfaite. Tu l'as récupérée, chuchote mamie, ajustant une boucle d'oreille. Tout, je confirme. Gisèle est assise à la table familiale, son expression fluctuant entre l'indignation et le calcul. La colère de maman se manifeste par sa prise serrée sur son verre de champagne. Le photographe immortalise tout, leur déplaisir aux côtés de ma joie. Quand vient le moment des toasts, je me lève la première. À ceux qui nous soutiennent vraiment et respectent nos limites, dis-je, levant mon verre vers mamie, puis Jacques, puis Sarah. Étonnamment absente de mon geste, la table familiale à l'avant. La fête se déroule parfaitement jusqu'à ce que j'aperçoive Gisèle se glissant vers la cabine du DJ. Maman la suit de près, chuchotant avec insistance à l'organisatrice de mariage qui secoue fermement la tête. Toast spécial sœur, j'entends maman insister. C'est traditionnel. Avant que Gisèle ne puisse attraper le microphone, le témoin de Jacques l'intercepte avec une aisance Roderick. La playlist de la mariée est très spécifique, dit-il agréablement, l'éloignant. Je traverse la piste de danse, m'arrêtant directement devant ma sœur. Pas aujourd'hui, lui dis-je doucement. Plus jamais. Ses yeux s'écarquillent. Pour une fois, elle semble comprendre que je suis sérieuse. 20 minutes plus tard, papa me coince près de la table du gâteau. Nous devons parler. Maintenant. Je suis mes parents dans une petite pièce latérale, où maman fond immédiatement en larmes. Tu nous as humiliés devant tous ceux que nous connaissons, siffle papa. Tu regretteras cette exhibition publique. Maman s'éponge les yeux dramatiquement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Les sacrifices. Le soutien. Je les observe tous les deux, les regarde vraiment, peut-être pour la première fois. Les larmes de maman qui apparaissent et disparaissent avec une précision stratégique. L'autorité de papa qui s'effondre lorsqu'elle est contestée. Merci, dis-je finalement. Ils ont l'air surpris. Pourquoi, demande maman avec prudence. Pour m'avoir montré exactement qui vous êtes. Je redresse les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Maintenant, je sais exactement qui je dois être. Et papa s'avance. Si tu sors par cette porte. Quoi, je demande. Prendras ma voiture? Mon héritage? Ma robe de mariée? Vous m'avez pris des morceaux de moi toute ma vie. Il ne vous reste rien à réclamer. J'ouvre la porte, marquant une pause sur le seuil. Profitez du gâteau. J'ai choisi le chocolat parce que c'était la seule saveur que Gisèle déteste. La réception continue sans eux. Jacques me trouve sur la piste de danse, me tirant près de lui alors que nous nous balançons sur notre chanson. Par-dessus son épaule, je vois ma grand-mère discuter joyeusement avec ses parents. Ses diamants attrapant la lumière à chaque rire. Certains bijoux ne sont pas seulement des décorations. Parfois, c'est une armure. 6 mois plus tard, je me tiens à la baie vitrée de notre salon du Connecticut, regardant les feuilles d'automne tourner à travers la pelouse. 3 États et 800 kilomètres nous séparent maintenant de ma famille. La distance est comme de l'oxygène. Plus de café, demande Jacques, traversant les parquets en bois franc dans ses chaussettes de week-end. S'il te plaît. J'accepte la tasse, inhalant l'arôme riche. Je pensais juste à quel point c'est calme. Pas de visites inattendues. Pas de drame. Personne n'emprunte mes affaires. Jacques s'installe à côté de moi sur le banc de la fenêtre. Ta mère a rappelé hier. Je sais. Je serre mes doigts autour de la céramique chaude. Je rappellerai la semaine prochaine.
Selon mes conditions. Avec mes limites en place. Et s'ils résistent? Je hausse les épaules. Alors la conversation se termine. Ils apprennent que je suis sérieuse maintenant. Jacques m'embrasse la tempe. Je suis fière de toi. Je peux respirer ici, je murmure. La simple vérité est toujours étonnante. La Buick argentée de mamie s'arrête dans notre allée plus tard cet après-midi-là. Son déménagement dans la communauté de personnes âgées à 10 minutes de notre maison a été la meilleure décision que nous ayons prise après le mariage. Elle s'installe à notre table de cuisine pendant que je prépare le thé. Son arthrite a empiré, mais ses yeux restent aussi vifs que jamais. J'ai tout finalisé avec les avocats, dit-elle, faisant glisser un dossier sur la table. Tu es l'exécutrice testamentaire maintenant, et la bénéficiaire principale. Les papiers se brouillent sous mes yeux soudainement humides. Mamie, tu n'es pas obligée de. Tu as été la seule à les voir tels qu'ils étaient. Sa main ridée couvre la mienne. Cette famille a un schéma. Regarde. Elle ouvre un album photo que je n'ai jamais vu auparavant. Des photos de ma mère enfant, toujours s'effaçant pour sa sœur. Ma grand-mère, jeune et résignée, abandonnant ses rêves aux exigences de son frère. 4 générations de paillassons, dit-elle avec une franchise surprenante. Jusqu'à toi. 2 semaines plus tard, je me tiens dans mon nouveau studio de stylisme en centre-ville, arrangeant le magazine qui présente mon look du jour du mariage sur le comptoir de la réception. Mon téléphone vibre avec une nouvelle réservation de cliente, une actrice de télévision dont la publication Instagram sur mon style de mariée qui fixe des limites à apporter un afflux d'affaires. Ce qui rendrait ce moment parfait serait de savoir que Gisèle a vu le dernier numéro de Style trimestriel, où son influenceuse préférée porte ma collection d'accessoires signature. Je sens un sourire satisfait se répandre sur mon visage alors que j'arrange l'affichage. Créer, pas accommoder. Construire, pas se rendre. Le colis arrive un mardi. Pas d'adresse de retour, mais je reconnais l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouve mon journal d'enfance, sa couverture violette décolorée. Je feuillette des pages remplies de mon écriture d'adolescente, documentant chaque article emprunté qui n'est jamais revenu. Une note tombe entre les pages. Peut-être aurions-nous dû écouter. Pas des excuses, mais une reconnaissance. C'est quelque chose. Je place le journal sur une étagère visible mais pas centrale. Un chapitre clos, non oublié. Des semaines plus tard, Thanksgiving arrive avec l'odeur du romarin et de la chaleur. Notre table à manger s'étend pour accueillir mamie et les amis qui nous ont soutenus à travers tout. Sarah arrange les fleurs pendant que Jacques découpe la dinde. Mon téléphone sonne dans le bureau. Le numéro de mes parents. Tu dois prendre ça, demande mamie, sachant exactement qui appelle. Demain, je décide, retournant à la table. Aujourd'hui est pour la joie. Nous levons nos verres alors que Jacques propose un toast, à la famille choisie et à la paix durement gagnée. Je regarde autour de moi ces gens qui aiment sans condition, qui soutiennent sans manipulation, et ressens la justesse de ce moment. Certaines choses valent la peine d'être gardées. Certaines choses valent la peine d'être partagées. Et certaines choses, comme votre respect de soi, ne devraient jamais être données. Alors que nous rions et passons les plats, je me demande quelles histoires d'autres pourraient partager sur le fait de tracer leur propre ligne dans le sable. Qu'est-ce qui leur a finalement donné le courage de dire « assez » ? Peut-être que leurs voyages font écho au mien.